You sent for me? Yes, I did. You're good, Spaniard, but you're not that good. You could be magnificent. I'm required to kill, so I kill. That is enough. That's enough for the provinces, but not for Rome. The young emperor has arranged a series of spectacles to commemorate his father, Marcus Aurelius. I find that amusing, since it was Marcus Aurelius, the wise, the all-knowing Marcus Aurelius, that closed us down. So finally, after 5 years of scratching a living in flea-infested villages, we're finally going back to where we belong. The Colosseum. Oh, you should see the Colosseum, Spaniard. 50,000 Romans watching every movement of your sword, willing you to make that killer blow. The silence before you strike, and the noise afterwards. It rises up like a storm, as if you were the thunder god himself. You were a gladiator? Yes, I was. It's not very easy to tie people down here because there's so many people that recognize people and they have to say hello. And Oliver Reed, of course, is very much in demand because he's starring in The Three Musketeers, playing the role of Athos. That is the correct pronunciation, isn't it? Right. I used to change it depending on the night before. Really? Why? What would you change it to? Athos. Oh, Athos. You settled for Athos or Athos? I don't mind. What about these decorations? Rather splendid decorations, if the camera can pick them up. Could you tell us about those? Yes, they were given. This one is a Musketeers. We made a pact in France. They were given to us in France when we opened it, and there are such things as Musketeers. And they made us Musketeers, and we promised that we would all wear them tonight, and I'm the only one that dared do it. And I'm the only one that dared do it. And I'm the only one that dared do it. When it's love you give, I'll be a man of good faith. And in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey. Let's make it all for one, all for love. Let the one you hold be the one you want, the one you need. 'Cause when it's all for one, it's one for all. When there's someone that you know, then just let your feelings show and make it all for one, all for love. When it's love
it's all for one and all for love. Let the one you hold be the one you want, the one you need. 'Cause when it's all for one, it's one for all. When there's someone that you know, then just let your feelings show. When there's someone that you want, when there's someone that you need, let's make it all for one and all for love. Le temps passe et use déjà mes os. Il faut bien confesser que les campagnes au service du roi Louis le XIII n'ont rien arrangé. Enfin, mon pas s'allège lorsque je vois la figure de mon château et du village blotti à son pied. Fier, dressé sur son plateau et toisant les vallées de la Beuse et de la Lourde, à l'endroit même où jadis s'étendait un camp romain, d'aucuns disent. Tour à tour place forte de mes illustres ancêtres, puis demeure de plaisance. Témoin de son glorieux passé, il me plaît d'admirer jour après jour la tour que l'on dit du Mort ou de Bretagne. Peut-être contemporaine de l'époque où les Anglais menaient sur ces terres la guerre contre le royaume de France. Le marquis Jacques-François de Hautefort est sans nul doute l'un des propriétaires du château qui marqua le plus ces lieux de son empreinte. Témoin actif d'une époque, il vécut au plus près du pouvoir royal certains des événements majeurs du XVIIe siècle. Il fut notamment nommé en 1656 premier écuyer d'Anne d'Autriche, femme du roi Louis XIII, et occupa la fonction de conseiller du roi. Ainsi qu'il vient de le sous-entendre, le château de Hautefort a la particularité d'être un bâtiment classique, en fait un vaste quadrilatère qui conserve son implantation médiévale. Dès le IXe siècle, les archives confirment la présence d'un château ici même, le castrum de Hautefort, dont nous ne connaissons malheureusement que peu de choses, si ce n'est qu'il s'agissait alors d'un donjon encerclé de tours, elles-mêmes reliées par des remparts. L'un des bâtiments les plus anciens subsistant ici est la tour de Bretagne mentionnée par le marquis. Ah, lignée glorieuse, prédécesseur prestigieux. Voyez plutôt. D'abord propriété des seigneurs de Limoges, le lieu devient, lors des années 1100, le bien de la maison de Borne, dont les deux frères, Constantin et Bertrand, n'eurent cesse de se quereller pour mettre la main sur le château. C'est Bertrand, guerrier et troubadour de grand renom, qui se voit attribuer l'édifice après qu'il fut pris par Richard Cœur de Lion. Autant de noms qui firent l'histoire et qui foulèrent ce même sol où je me tiens. Hautefort fut en effet l'enjeu d'un conflit fratricide au XIIe siècle entre Constantin et Bertrand de Borne, le fameux troubadour. Et pour cause, l'endroit constituait un enjeu majeur dans les guerres de Guyenne qui opposaient à cette époque Capétiens et Plantagenets. Constantin, rallié au parti d'Henri II Plantagenet et de son fils Richard Cœur de Lion, eut un temps l'avantage, avant que le château ne soit restitué à Bertrand. À la fin du XVe siècle, l'édifice et ses terres passent aux mains d'une branche de la famille de Gontaut, qui fait sien le nom et les armes de Hautefort. Il fallut attendre le discernement de mon illustre grand-père, le marquis François de Hautefort, pour que le château se transforme véritablement. L'honnête homme décida de faire construire un édifice conforme à son rang. Hélas, il mourut il y a une quinzaine d'années,
causant grand-peine dans son entourage. Voici, si ma mémoire est bonne, ce que dit son épitaphe. D'un seigneur bienheureux le corps ici repose. L'esprit par ses vertus a le ciel mérité. Sa gloire n'est pas toute en cette tombe enclose, car en servant six rois avec fidélité contre les étrangers et huguenots rebelles, sa valeur par ses faits l'a rendu immortel. François de Hautefort, grand-père de notre marquis, est en effet un homme illustre ayant eu de hautes fonctions militaires à la cour du roi. Il choisit un architecte lorrain installé en Périgord, répondant au nom de Nicolas Rambourg, pour remanier le château. Il fit ainsi construire le mur de Courtine et le châtelet d'entrée, et aménagea notamment le pont-levis en 1588. Il décède en 1640, au siècle où le château abandonne progressivement son appareil défensif médiéval et où sa terre est érigée en marquisat par Louis XIII. Le château constitue aujourd'hui, avec l'hospice, l'un des rares témoignages de l'architecture classique en Périgord et témoigne de la puissance passée des marquis de Hautefort. Et me voici portant le poids de l'héritage de mes aïeux. Point de femme pour me distraire de ma tâche. Loin du train de vie dispendieux des précieux de la cour autant que de possible, je peux me consacrer à mon château. Maître Nicolas Rambourg, qui déjà travailla pour mon grand-père, fit grande œuvre en mon nom. C'est un édifice vaste que nous projetions, qui sera réalisé en plusieurs étapes et tranchera avec l'apparence de la demeure de mes pères. Tenez, en guise d'exemple, l'actuel corps de logis a été somptueusement élevé dès l'an de notre Seigneur 1644. Hélas, Maître Rambourg a rejoint le ciel il y a quelques années. Mais on ne saurait cesser le travail ici. Un successeur lui sera donc trouvé dès que nous le pourrons. Le marquis Jacques-François de Hautefort accumula une fortune considérable en développant des fonderies dans la région et fut l'un des principaux fournisseurs de l'artillerie du roi Louis XIV. C'est cette fortune qui fut mise à contribution pour embellir considérablement le château de famille, lui donnant l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui, ainsi que sa renommée. Célibataire et peu enclin aux dépenses futiles, il passait pour un avare à la cour du roi. Ses économies, en effet, furent toutes consacrées aux travaux d'embellissement du château et à la construction de l'hospice du village de Hautefort, fondé en 1669. Quelques années après le décès de l'architecte Nicolas Rambourg en 1649, c'est le Parisien Jacques Maigret qui continue l'ouvrage de son prédécesseur et construit notamment l'aile de la chapelle et deux grands pavillons de part et d'autre du corps de logis central. Les derniers remparts médiévaux, vestiges du passé, sont remplacés par une balustrade de pierre qui ouvre la cour d'honneur sur le paysage environnant. À sa mort en 1680, Jacques-François de Hautefort avait pratiquement achevé la reconstruction de son château. Mais ne l'enterrons pas encore, le voici qui revient. Ah, les pierres, leur harmonie, leur symétrie, leur rigueur. Est-ce être austère que d'affectionner la rigueur? Voici qu'à la cour on me taxe d'avarice, moi, le premier écuyer de la reine-mère. Peste! Il est sûr que Marie de Hautefort, ma sœur, sut contenter la cour d'autres histoires. Elle que le roi Louis le XIII lui-même appela madame. Pour favorite qu'elle fût, elle n'en resta pas moins vertueuse toute sa vie. C'est une noble et courageuse dame que j'évoque. Quel dommage. Elle qui naquit ici, qu'elle ne voit pas ce que le château est devenu. La vie de Marie de Hautefort, sœur de Jacques-François, fut un véritable roman qui toucha aux plus hautes sphères de l'État. Elle reste célèbre, outre son audace et son abnégation, pour sa beauté légendaire, tant et si bien qu'elle fut surnommée la Belle Aurore à la cour. Le marquis Jacques-François marqua d'une empreinte indélébile l'histoire du château. À sa suite, la famille de Hautefort conserva l'édifice jusqu'au XIXe siècle, sans même avoir à émigrer durant la Révolution française, tant elle était estimée par la population locale. En 1818, la dernière descendante de la famille épouse le baron Maxence de Damas et donne un nouvel élan à l'embellissement du château. À la demande du baron, le comte de Choulot, paysagiste réputé, crée ici le parc à l'anglaise et les jardins à la française.
dont les buis sont aujourd'hui aussi renommés que les pierres du château. Le parc couvre l'arrondi de la colline et se développe sur une trentaine d'hectares. Mais ruinés à la fin du XIXe siècle, les Damas sont contraints de vendre leurs biens. C'est en 1929 que le baron et la baronne de Bastard achètent ce château alors inhabitable et s'investissent corps et âme dans sa restauration. Au décès du baron, son épouse fait achever seule les travaux, emménage dans ses appartements au début des années 1960 et ouvre les premières pièces à la visite dès 1962. Mais un incendie dramatique, survenu le 30 août 1968, détruit le corps de logis principal. Pas de quoi entamer la détermination de la baronne, qui restaure Hautefort une seconde fois, avec le soutien de sa famille, de l'État, de la région et du grand public. Elle crée la fondation du château de Hautefort, reconnue d'utilité publique en 1990, et lui lègue l'édifice et son domaine. La fondation gère et entretient les lieux depuis le décès de la baronne en 1999, à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui, la fondation est forte d'un conseil d'administration, d'une équipe permanente renforcée l'été par des saisonniers, tous dévoués à poursuivre la restauration, l'entretien et la mise en valeur de l'édifice, appuyés par monsieur et madame David Veil, les principaux mécènes actuels, et sans compter près de 70 000 visiteurs par an qui contribuent à faire vivre ces lieux. Very easy to tie people down here because there's so many people that recognize people and they have to say hello. And Oliver Reed, of course, is very much in demand because he's starring in The Three Musketeers, playing the role of Athos. That is the French pronunciation. Right, I used to change it depending on the night before. Really? Why? What would you change it to? Athos. Oh, Athos. You said Athos or Athos? What about these decorations? It's rather splendid decorations, if the camera can pick them up. Could you tell us about those? Yes, they were given. This one is a Musketeers. We made a pact in France. They were given to us in France when we opened it, and there are such things as Musketeers, and they made us Musketeers and promised that we'd all wear them tonight. And I'm the only one that dared do it. Every movement of your sword, willing you to make that killer blow. The silence before you strike, and the noise afterwards. It rises up like a storm, as if you were the thunder god himself. You were a gladiator? Yes, I was.